Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau télé des Journées francophones de radiologie 2017. Aurélien Clément, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes manipulateur en radiologie à Nice, à la Fondation Lanval. Tout à fait. Merci d'être avec nous. On va parler des situations de grande urgence dans les services de radiologie. Vous étiez donc à Nice quand il y a eu effectivement l'attentat le 14 juillet 2016. Tout à fait, il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Voilà, on va parler de la manière dont vous êtes amené à travailler depuis finalement l'attentat du Bataclan. Tout a été bousculé. Alors racontez-nous un petit peu votre soirée du 14 juillet 2016. Donc moi ce soir-là, c'était le 14 juillet, comme vous l'avez dit, 2016, aux alentours de 22h30. Donc spontanément avec un collègue, on a eu l'information, on s'est dirigé tout de suite sur le lieu de travail, donc la Fondation Lanval, comme vous l'avez dit. Donc on s'est rendu, il était à ce moment-là à peu près 23h. Donc on nous avait un petit peu briefé, on nous avait dit que surtout là où on aurait besoin de nous, c'est au scanner. Donc on s'est dirigé tout de suite au scanner, on a retrouvé une collègue qui était arrivée quelques minutes avant nous. Donc on a commencé déjà par parler entre nous, savoir si on avait un petit peu d'informations. Ce qui en sortait, c'est que personne n'avait vraiment d'informations sur ce qui se passait. Tout le monde était dans le flou, on ne savait ni le nombre de victimes, ni finalement l'état de gravité des victimes. Donc on s'attendait à tout. On s'était préparé, et le scanner et nous, psychologiquement, à affronter finalement n'importe quelle situation. Il s'est avéré que c'était encore plus grave que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc là, on est, comme je vous ai dit, aux alentours de 23h. Donc on commence, il arrive une première vacation de 3 brancards, 3 personnes, donc 3 victimes de l'attentat. Et là, tout s'enchaîne. Donc première victime qui arrive, un patient adulte. Donc nous, comme nous sommes spécialisés en pédiatrie, on n'avait pas vraiment l'habitude de prendre des urgences adultes. On avait quand même quelques vacations privées adultes, donc on avait le matériel et la connaissance pour prendre en charge. Pas dans ces conditions, évidemment, mais on savait y faire face. Et là, tout s'enchaîne. Donc, 12 patients de minuit à 3h30. Des rythmes soutenus, des rythmes d'à peu près 15 minutes par patient, donc de l'entrée, la porte du scanner jusqu'à la sortie du porte de scanner. Donc des patients qui arrivent perfusés forcément, ventilés, la plupart ventilés à la main puisqu'on n'avait pas le matériel on n'avait pas tout ce qui était respi dans le nombre qu'il fallait. On fait avec, évidemment. On enchaîne. Et voilà. Voilà, et on s'occupe des blessés, des patients. Dites-moi, vous aviez terminé, en fait, j'allais dire, votre travail ce samedi soir. J'avais terminé normalement ma journée. J'étais de 14h à 21h en radio. J'effectuais une garde. Je suis rentré chez moi. Je m'apprêtais à manger, pour tout vous dire. Et là, le collègue dont je vous ai parlé juste avant me prévient en me disant « il est arrivé quelque chose ». On n'en sait pas trop, mais il faut qu'on aille tout de suite à la Fondation Lanval pour aider. Donc reparti pour une deuxième journée finalement. Voilà. Comme tous les médecins et les personnels soignants qui se sont mobilisés lorsqu'il y a eu l'attentat au Bataclan et effectivement cet attentat à Nice le 14 juillet. Alors finalement, lorsqu'il y a eu l'attentat au Bataclan, les services ont compris qu'ils devaient se réorganiser. Vous étiez déjà tous bien structurés, mais là, des situations terribles comme ça, avec des dizaines et des dizaines de patients, de blessés qui affluent, vous ont amené à vous restructurer. D'autant plus que vous, en radiologie, vous avez quand même un rôle essentiel, c'est-à-dire que tout passe par vous. Il faut voir s'il y a une hémorragie interne. Vous avez des scanners, l'IRM, l'échographie. Tout à fait, exactement. Donc nous, on a vraiment le rôle, on oriente finalement la prise en charge du patient après, donc s'il doit aller au bloc ou simplement une surveillance un petit peu poussée. Et c'est vrai qu'après l'histoire du Bataclan, on a eu plusieurs simulations plan blanc, donc évidemment à moins grande échelle que ce qui s'est réellement passé. On avait quand même des simulations qui nous ont permis de faire face à ce genre d'urgence. En quoi cet événement, effectivement, vous, a changé vos pratiques, j'allais dire, au niveau médical, mais aussi en tant que personne? Au niveau médical, finalement, je suis plus pointilleux sur quelques petits détails. Par exemple, des trucs tout bêtes, mais refaire les stocks au jour le jour, être prêt, avoir les provisions nécessaires pour, finalement, si ce genre d'événement se reproduisait, avoir du stock, ne serait-ce que des compresses, des gants, des choses toutes simples, mais qui sont vitales le jour où ça arrive. Donc ça, c'est plus en termes médicaux, et en termes personnels, je dirais que dès que je vais dans un endroit où il y a un peu foule, tout de suite repérer les sorties de secours. C'est un réflexe maintenant que
que j'ai développé. Et pour pouvoir porter secours aux éventuels blessés. Exactement. Dites-moi, lorsque les blessés sont effectivement ne peuvent pas, on va dire, se déplacer seuls, là c'est vous qui devez y aller avec le matériel. Oui, bah là, c'est ce qui s'est passé. Tous les patients qu'on a eus, aucun ne pouvait se déplacer. Ils étaient tous dans des états d'urgence absolue. Oui. Donc, c'est nous qui devions les transvaser donc, du brancard au scanner et inversement, du coup, quand la prise en charge était faite. Donc, c'est des patients qui... Enfin, on était obligés de les prendre en charge. Mais comment vous avez pu gérer rapidement tous ces patients, tout en sachant qu'effectivement, il y avait des urgences vitales, il y en a qui devaient aller au bloc. Comment on gère tout ça? C'est difficile. C'est une organisation qui se fait vraiment sur le moment. C'est... Je pense en grande partie grâce aux personnels soignants qui sont préparés, qui sont spontanément organisés. Il y a eu des personnes, bien sûr, qui, sous le choc, n'ont été tétanisées de peur. Donc je pense que même dans ces cas-là, il faut peut-être s'écarter pour laisser la place à des gens qui eux... vont pouvoir gérer. Voilà. Exactement, c'est ça. Et, alors, comment vit-on j'allais dire ces post-attentats, c'est peut-être une question pas difficile ou un peu bête que vous allez me dire, mais comment on vit, comment on gère? C'est difficile. Je pense que c'est aussi très très personnel. J'ai justement quelques exemples au sein même de mon service. J'ai eu le collègue avec qui je me suis dirigé tout de suite vers la Fondation Lanval. Il avait besoin d'en parler. C'était un besoin qu'il avait, donc il a donné un interview les jours qu'on suivit. C'était sa façon à lui finalement d'évacuer tout ce qu'il avait vécu. J'en avais d'autres qui avaient besoin de parler à des psychologues, à des gens qui sont faits pour ça finalement. Et justement, il y a une grosse prise en charge psychologique de ce côté-là. On a eu des équipes de psychologues qui sont relayées au sein même de l'établissement et dans la ville de Nice en général, les semaines qu'on suivit, mais même les mois qu'on suivit, puisque des fois des petits événements peuvent nous rappeler ce genre de choses. Moi, à titre personnel, comment j'ai pu faire face à ça? J'en ai simplement parlé avec ce collègue-là et le troisième collègue qui était avec moi au scanner. Le fait d'en parler avec des gens qui ont vu la même chose que moi, vécu la même chose que moi, finalement, c'est ce qui m'a permis de me... Mettre un mot sur le vécu, ça aide, extérioriser, voilà. Surtout libérer la parole et ne pas avoir peur d'exprimer tout ce qu'on ressent. Tout à fait, et même si on a vu la même chose, on ne l'a pas vécu de la même façon. Et le fait d'en parler avec eux, ça a été très salvateur de ce côté-là. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour nous parler effectivement de votre travail, de la manière dont vous travaillez aujourd'hui, qui a été fondamentalement bouleversée. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.